Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va répondre aux questions de Pauline. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur LinkedIn avec Victor Laura L-O-R-A ou que ce soit sur Instagram. Je prends le temps de répondre à vos questions dans un épisode de podcast ou sinon je vous réponds directement en message privé. Du coup, là, on a une question de Pauline qui me dit déjà « Hello Victor, déjà merci pour ton podcast très intéressant. Question cash suite à ça. Merci pour faire des questions cash. Première question, clé en main, Beanstalk, bivouac, piège à cash flow pour débutants ou ça peut OK pour se lancer. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'avère que bivouac, je connais très bien et bivouac en réalité, ça a fait faillite et ça a été repris par la suite. Et je connais très bien le fondateur de Bivouac et je pourrais vous raconter dans un épisode ou même peut-être que je vais l'interviewer pour vous donner plus d'éléments sur ce qui s'est passé dans l'envers du décor de Bivouac. Mais il s'avère que Bivouac a effectivement été en redressement judiciaire et que maintenant ça a été repris. Martin Ménez, que je connais bien, alors Pierre-Antoine Meunier, je le connais un peu moins, mais Martin Ménez, il est associé dans le projet de Château aussi avec Jérémy qui a le podcast Ça fait un bail. Et il y a eu une période assez compliquée pour tout ce qui était immobilier pendant un moment. Je crois qu'il avait une 50aine de salariés. Et à un moment, avec la hausse des taux, etc., et avec le moins, en fait, pour pouvoir alimenter Bivouac, il est obligé, et d'ailleurs je vous le partage parce que c'est un peu ça l'histoire de toutes ces boîtes clés en main, comme Mastéos qui a fait faillite aussi. En fait, ils sont obligés pour payer leurs salariés d'avoir un certain nombre de projets qui sortent et toujours avoir un certain nombre de projets dans le pipe. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il n'y avait plus assez de projets dans le pipe. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté, les personnes étaient moins intéressées pour faire de l'immobilier. Du coup, il n'avait plus assez de volume pour maintenir l'ensemble de ses équipes, donc une 50aine de personnes. Il y avait une 30aine de projets en parallèle de ce que j'ai compris. Et il y a un moment, il a dû simplement arrêter son entreprise. Alors, c'est un mec qui est très bien. Franchement, Martin, c'est vraiment un mec qui est bien. Et là, sur les 30 derniers projets qu'il avait, il a fini par donner les coordonnées des artisans pour que les projets puissent se mener à bien. Donc, il a essayé de faire une bonne, finalement, fin de projet. La problématique qu'il a eue, c'est que dans ses clients, il y avait un avocat. Donc, gardez ça en tête. Attention aux clients chez vous qui sont des avocats. Et il y a un client avocat aujourd'hui qui l'embête et qui est en train de le chercher des mois pour lui expliquer qu'il n'a pas mené telle chose en pinaillant sur des détails, franchement. Et il est en train de lancer toute une procédure contre lui. Et lui, il se retrouve à devoir gérer ça en plus. Alors attention, franchement, quand une entreprise fait faillite, bon, il y a des escrocs qui vont créer des boîtes et qui après vont les faire en faillite pour garder l'argent de l'État, garder l'argent des clients. Mais c'est absolument pas le cas de Martin. En tout cas, moi, c'est pas du tout l'image que j'ai de lui et je pense qu'il a essayé de faire son maximum pour que ce soit bien fini. Du côté de Beanstalk, il y a eu toute une phase où Beanstalk allait beaucoup moins bien. Ils ont grandement dégraissé les équipes. Ils ont dû se séparer d'une grande partie des équipes. Je pense qu'aujourd'hui, ça marche mieux. En tout cas, ça a été une phase très dure pour le clé en main. Donc maintenant, pour vous donner un petit peu d'indication autour de ça, est-ce que le clé en main Beanstalk Bivouac, piège à cash flow pour débutants ou ça peut être OK pour se lancer ? Alors, tout dépend de votre objectif aujourd'hui. Il faut savoir que les projets qui sont proposés par du Beanstalk, du Bivouac, et il y en a d'autres, je crois, il y a Investir dans l'ancien. Par exemple, moi, sur les biens qui sont sélectionnés, je crois qu'Investir dans l'ancien, ils font des investissements dans plein de zones où moi, je peux faire des investissements, mais je ne validerai pas tous leurs investissements. La problématique, quand vous passez par du clé en main, c'est que généralement, vous ne savez pas qu'est-ce qui est bien dans un investissement, qu'est-ce qui n'est pas bien, et vous remettez votre confiance sur des personnes qui sont dans ces entreprises-là. Dans ces entreprises-là, il n'y a pas forcément
des personnes avec des gros profils d'investissement, sachant exactement ce qui marche bien ou ce qui ne marche pas. Du coup, vous vous retrouvez à devoir faire confiance. Imaginez, moi, vous allez être exactement comme moi quand je vais chez le garagiste. Quand je vais chez le garagiste et que le mec me dit « Écoutez, votre moteur de votre Peugeot, il faut faire ça, il y a eu une procédure de rappel et puis là, il faut changer tel truc et puis il faut changer tel machin. » Je vais vous dire, j'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas comment marche une voiture. Je vois à peu près comment marche un moteur, mais j'y connais rien. Pareil, vous êtes chez vous, vous avez un dégât des eaux, ou vous avez besoin de faire quelque chose avec un plombier, vous ne savez pas comment ça marche, ou un médecin, on vous dit que vous avez du diabète, je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas en faculté de savoir comment ça fonctionne, vous êtes totalement démuni et vous devez faire confiance à ça. Pareil, quand vous faites de l'investissement à l'étranger avec des promoteurs, ce que je suis en train de faire en ce moment, il y a des moments où on est totalement démuni. Du coup, si vous commencez avec du clé en main, vous allez en voir en face de vous un gars qui sera commercial, qui va vous dire écoutez, il faut faire ce type de deal. Vous allez lui demander est-ce que c'est un bon deal. La personne en face de vous va vous dire oui. Dans 80% des cas, c'est des mecs qui n'ont jamais fait d'investissement et c'est des personnes qui ont des objectifs de vente, ce qui est tout à fait normal, c'est de vous vendre un bien. On vous dira toujours oui, nous ce qu'on veut, c'est que vous soyez content pour revenir chez nous derrière, mais en réalité, on n'en a aucune idée. Autre élément où il faut faire très attention sur le clé en main, c'est les zones où le clé en main est fait. Dans la plupart des cas, le clé en main est fait pour vendre à un maximum de personnes. Donc c'est beaucoup plus simple de vous vendre un studio dans le centre de Toulouse ou un appartement dans Montpellier. Par contre, vous vendre dans les zones qui sont vraiment rentables pour vous, voire faire des exploitations sans vous promettre de faire du Airbnb moi, il y a des trucs que je vois, c'est investir dans l'ancien, je crois que c'est ça le site. Ils vous proposent de faire des colocations dans notre ville favorite. Je vais vous ressortir tout ça, je vais tout de suite aller sur leur site. Ils vous proposent de faire des trucs où moi, franchement, je le ferai pas. Investir dans l'ancien. Ils vous proposent de faire des colocations, oui, je crois que c'est eux, investissement locatif. Ils vous proposent, vous pouvez aller voir où investir et ils vont vous faire, si je regarde les opportunités, ils vont vous faire des deals à Saint-Étienne. Voilà, ils vont faire des deals à Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, c'est une ville, on pourra en parler pendant vachement longtemps. Ils vous proposent de faire des colocs à Saint-Étienne où vous mettrez des chiffres où ils vont vous calculer des rendements. Alors attention à comment ils vous calculent vos rendements. D'habitude, ils vous font des calculs en vous mettant beaucoup d'apports. Donc on va vous dire, vous inquiétez pas, vous allez faire 1 000 € de cash flow par mois, mais indirectement, ils vous font un investissement où derrière, ils vous demandent de mettre 50 000 € d'apport. Donc en fait, ils vous font rentrer dans un truc qui pour moi n'est absolument pas bon pour vous. Votre argent, vous le gardez toujours de votre côté, vous le mettez en bourse et vous faites des investissements un maximum sans mettre d'apport. Et eux, ils vont vous pousser à mettre de l'apport. Généralement, sur un deal, c'est normal qu'ils se rémunèrent. Ils vont prendre, il faudrait voir leurs tarifs, et leurs tarifs peuvent être assez conséquents. Donc, c'est assez compliqué aussi de comprendre leurs tarifs. Alors, ils vous mettent des éléments sur leurs tarifs. Il faut vraiment regarder ce que c'est. Donc, il y a donc, ils vous font rénover prix sur devis, mais il faut regarder combien ils vous mettent de tarifs. Mais généralement, c'est quasiment du 10% sur un bien, etc. Attention aussi, ils vont vous expliquer que vous allez faire des économies parce qu'ils vous prennent souvent une commission sur le prix renégocié. Sauf que, comme d'habitude, demain, vous avez un prix, vous regardez sur DVF pour avoir un prix concrètement de qu'est-ce que peut être le bien équivalent. Ils vont vous dire le bien était à 200 000, on l'a négocié à 170 000, ils vont se prendre une commission sur la négociation. Alors que si ça se trouve, tous les biens sont à 170 000 et le prix du bien, c'est 170 000. Donc attention à ça aussi, quand on ne sait pas, on se fait un peu avoir là-dessus. Donc on se fait avoir sur le calcul du cash flow. Donc vous refaites bien tous les chiffres et tous les calculs de cash flow pour vous assurer que vous faites le loyer encaissé. Attention à ne pas être délirant sur le loyer encaissé parce que de temps en temps, on vous propose des Airbnb avec des chiffres qui sont démentiels, donc vérifiez sur AirDNA que les chiffres sont bons. Si on vous propose une colocation, par exemple, à Saint-Étienne, faites des fausses annonces sur les colocations à Saint-Étienne pour vérifier si ça va être rempli. Si c'est un appartement à Saint-Étienne, qu'on vous dit que c'est loué 1 000 € l'appartement, faites une fausse annonce à Saint-Étienne pour un appartement à 1 000 €, vérifiez que vous avez quand même des gens. Eux, ils sont là pour vous dire, voilà, sur le papier, on pense que ça va faire ça. Et surtout, ils sont là pour vous dire après, écoutez, on a fait notre maximum et en réalité, ça se loue pas autant. Pareil, on va vous dire, oui, ne vous inquiétez pas, on fait du clé en main et derrière, c'est nous qui gérons. Donc, si le boulot est mal fait, on va avoir des emmerdes derrière. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que derrière, c'est quand même vous qui allez devoir payer s'il y a des problèmes. Et quand on fait de la gestion, attention aussi à comment est facturée la gestion. De temps en temps, on a tout intérêt à avoir beaucoup de turnover de locataires. Je repense à mes amis d'Okoro que j'utilise
quand même sur certaines de mes colocations, mais ils peuvent facturer, ça dépend du forfait que vous avez, ils peuvent facturer un mois de loyer, vous facturez un mois de loyer dès qu'il y a un changement de locataire. Donc vous imaginez bien, quand vous regardez si vous prennent par exemple 6% ou 8% de frais de gestion, vous regardez qu'en fait s'il y a 2 changements ou 3 changements de locataires en un an, ils font plus d'argent en changeant les locataires qu'en faisant la gestion. Donc attention à tous ces trucs-là. Surtout attention au projet qu'on vous présente où c'est vachement bien. Donc le cash flow déjà, vérifiez que vous êtes obligé en fait de savoir faire du locatif et d'aller plus loin. Donc vérifiez que ça va bien être loué au bon prix. Vérifiez bien que l'achat qu'on vous propose en regardant sur DVF, que vous êtes bien dans les prix. Vérifiez aussi que les travaux vont être bien réalisés. Alors globalement, de ce que j'ai compris, le clé en main, la plupart des travaux sont plutôt bien faits, mais attention à la commission et surcommission. Il faut savoir que ces personnes ont besoin de gagner de l'argent, donc ils vont vous mettre de la commission à chaque étage, dont une commission sur les travaux. Donc les travaux, vous avez la main-d'œuvre classique, vous avez les matériaux, vous allez avoir celui qui va gérer vos travaux, va prendre 30% de com en gros pour se rémunérer, et si vous avez au-dessus un investir dans l'ancien ou un bivouac, va vous reprendre 10-20% de commission dessus. Donc en fait, c'est ajout des commissions. Là, on est exactement comme quand vous investissez avec une assurance vie mal optimisée avec 3% de frais de gestion, vous vous faites cartonner pour acheter exactement les mêmes produits que dans une assurance vie qui a 0,5 ou 0,5 de frais de gestion. Donc attention à ces parties-là. Autre élément sur le financement bancaire, ça dépend s'il le gère pour vous, mais attention encore une fois à bien maîtriser votre financement bancaire. Attention à bien vérifier les charges qui sont derrière. Donc, en tout cas, ça dépend de qui vous êtes, mais il faut au minimum être en capacité de challenger les deals qu'on vous propose. Surtout, refaites les calculs du cash flow. Ne mettez pas le montant d'apport qu'on vous demande. Généralement, dans tous ces éléments-là, on va vous demander, dans tous ces deals, on va vous demander de mettre du 10-20% d'apport. Ça fait beaucoup trop d'argent pour moi à mettre dans du locatif. C'est vraiment pas de l'optimiser. Donc, dans certains cas, ça peut quand même être intéressant pour certains d'entre vous pour passer à l'action et faire un premier investissement. Si vous voulez vraiment faire un peu de cash flow, moi, je vous conseillerais, je vends ma crémière, à vous prendre en main et à le faire vous-même. De toute façon, pour être en capacité de valider des deals de bivouac et d'investissement dans l'ancien ou investissement locatif ou les autres, il faut être en capacité, en gros, venez dans mon training, c'est ce que je vais vous dire. Venez dans mon coaching pour comprendre vraiment, ce que vous pouvez gagner en faisant des investissements et deux, être en capacité de challenger les deals. Là, moi, la problématique que j'ai avec ça, c'est que vous risquez de vous lancer dans un truc sans être en capacité de calculer concrètement combien vous allez gagner, sans être en capacité de comprendre si l'investissement vaut vraiment le coup. Oui, vous allez acheter un appartement, voire un immeuble avec eux, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup plus que de mettre de l'argent en bourse? Et en fait, de temps en temps, la question se pose réellement. Donc attention à vous, attention d'avoir quand même un degré de maîtrise pour faire ces investissements-là. Je pense sincèrement qu'il faut venir me voir, quitte à passer après, et je l'ai fait avec quelques-uns, alors pas beaucoup, mais on est passé par des plateformes comme ça, on a tout renégocié. On est arrivé sur des deals assez intéressants. Mais si vous ne savez pas, que vous arrivez, que vous n'avez aucun moyen, parce que vous n'avez pas l'expertise, vous n'avez pas l'expérience pour pouvoir analyser les deals, attention, vous risquez sincèrement de vous faire douiller là-dessus. Donc moi, je vous conseille de prendre du temps, de prendre 1 mois, 2 mois, de venir avec moi, sincèrement, qu'on refasse ça, que je vous mette d'équerre, que vous sachiez exactement comment analyser vos deals, comment faire du return. Et franchement, en 1 ou 2 mois, ça vaut largement le coup. Comme ça, vous allez comprendre quels sont les investissements que vous pouvez faire. À plus de 1 000 € de cash flow, vous allez pouvoir challenger Bivouac, investir dans l'ancien et tous les autres pour être en bonne position et savoir réellement ce que vous signez. Donc franchement, venez, à la limite, vous voulez passer par eux, on y va. On le fait ensemble, sachant que vous avez quand même du 15-20 000 € de commission assez souvent avec ces acteurs-là. Donc en tout cas, venez, tout est négociable avec eux, je peux vous le dire parce que j'en ai négocié plusieurs. Donc moi, je vous encourage fortement à venir. Vous n'allez pas réellement gagner du temps et vous allez sûrement, en fait, vous retrouver à acheter des trucs qui ne sont pas bons. Par exemple, il y a Antoine qui était venu me voir. Il bossait, alors je ne sais plus avec qui, mais avec un de ses acteurs qui lui proposait d'acheter un immeuble à fourmis. Mais jamais j'achèterais un immeuble à fourmis, par exemple. Et Antoine voyait le rendement potentiel sur un fichier Excel. Et je lui dis non, Antoine, ne fais pas ça. Et on a fait une colocation qui lui fait du 1 000 € de cash flow aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et il a vraiment progressé là-dessus. Donc là-dessus, moi je pense que pour les débutants, c'est plutôt un piège. C'est vous allez payer quelque chose parce que vous ne voulez pas faire juste l'effort qui est nécessaire. Franchement, si vous voulez faire de l'immobilier, faites l'effort
nécessaire pour apprendre comment ça marche. Venez avec moi. Franchement, je m'occupe de vous pendant un mois. Ça va être beaucoup plus clair. Vous allez tout cartonner. Donc, prenez rendez-vous avec Martin dans les commentaires. Et venez, on vient. Et votre investissement avec moi, je pense qu'il sera largement plus rentabilisé. Et après, on pourra, si vous voulez, faire du sourcing avec eux. En tout cas, les deals qu'ils proposent, on peut largement les trouver seuls et on peut largement faire avancer les choses. Et attention surtout, à la fin, vous avez la FOMO de faire un deal, mais reposez-vous la question de est-ce que ce deal, finalement, vous rapporte plus que la bourse? Et de temps en temps, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne vaut pas le coup de faire de l'immobilier si ça ne vous rapporte pas plus que la bourse, sauf si vous voulez avoir diversifié votre patrimoine. Autre élément, niveau stratégie. On peut lever de la dette en CDI pour investir dans 1 à 2 colocs si cash flow positif avant de baisser ses revenus, exemple passer en freelance ou c'est risqué. C'est absolument pas risqué et c'est tout à fait ce qu'il faut faire, ce que j'ai fait, ce qu'on fait tous à certains moments. Alors ce qu'il faut se dire, c'est les moments où vous gagnez très bien votre vie en CDI. Profitez-en pour aller choper un maximum de dettes et effectivement convertir dans des investissements qui marchent bien. Pourquoi pas les colocations? Moi j'aime beaucoup, pour certains d'entre vous ce sera ça. On fait effectivement avec votre CDI, on va chercher de la dette, on peut en faire 1, 2, 3. Et après, si vous voulez passer en freelance ou si vous voulez lancer votre entreprise et avoir un revenu qui est inférieur à ce que vous aviez avant, donc il y a le fameux système, vous savez, vous êtes salarié, vous bossez, vous vous endettez, on fait 1 à 2 colocs, ça vous fait gagner du 2000 euros de cash flow par mois. Après, vous faites une rupture conventionnelle, vous allez créer votre entreprise parce que vous voulez monter une boîte ou parce que vous voulez passer en freelance, vous mettez au Pôle emploi en freelance, vous créez votre SASU à côté pour pouvoir encaisser vos revenus du freelance à côté. Vous avez 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend des modalités, de comment fonctionne le Pôle emploi, etc. Ça vous permet en plus d'avoir du cash en freelance, mais vous allez vivre sur votre chômage. Donc vous allez gagner beaucoup moins, vous serez au chômage, donc ce sera moins sexy pour une banque, sauf si vous avez du cash de côté. Mais en tout cas, moi je vous encourage largement à faire ça pour pouvoir avancer dans vos investissements. L'objectif, c'est que vous ayez de l'énergie aujourd'hui, que vous montiez en compétences et qu'on arrive à faire des investissements IMO qui crachent du cash ou qui correspondent aux investissements que vous voulez réaliser. Donc en tout cas, utilisez tous ces mécanismes. La banque ne vous dira strictement rien. La banque acte en fait votre faculté à avoir un emprunt le jour où vous faites l'emprunt. Si demain vous êtes au chômage, si demain vous ne travaillez pas, si demain vous gagnez plus, ça ne change strictement rien pour la banque. Donc en tout cas, moi je vous encouragerais à vous endetter, à faire surtout des bons investissements quand vous êtes en CDI, à prendre un risque qui est adapté par rapport à votre niveau de revenu et par rapport au cash que vous avez de côté. Donc ça, on le voit ensemble. Ne vous mettez pas dans des risques où vous arrivez à faire des investissements qui potentiellement vont mal marcher parce que vous n'avez pas l'expérience et pas avoir assez d'argent pour pouvoir encaisser les baisses et les chutes. Vous pouvez, et ça je vous l'ai déjà dit, mais à entre 2000 et 3000 euros par mois, on peut monter à 1 million d'euros de dette. Sauf que si vous faites des investissements qui ne marchent pas ou 1 million d'euros de dette, ça va être compliqué quand même pour faire face à vos dettes. Et alors là, tout s'enclenche, il va falloir revendre, etc. Et vous pouvez avoir des problématiques. Donc en tout cas, vous pouvez, moi je vous encourage, dès que vous avez de la capacité d'emprunt, à effectivement lever beaucoup de dettes dans des investissements qui marchent bien, qu'on valide ensemble, que vous arrivez à valider avec des gens qui ont fait de l'immobilier et qui marchent. N'allez pas voir des gens qui ne savent pas faire de l'immobilier. On se rappelle, il y a 50% des gens, grosso modo en France, qui sont locataires, 50% qui ont au moins un bien, et il faut que vous alliez vers des gens qui font des investissements locatifs qui marchent bien, qui ont pu essuyer des gros plâtres aussi, parce qu'on en essuie tous, donc des moments où ça ne marche pas, où on allait trop loin dans un deal, où on s'est planté, où on a des problèmes avec des locataires, etc. Il faut impérativement vous entourer de bonnes personnes. N'allez pas trop voir les bivouacs, les beanstalks, etc. pour commencer, parce qu'eux, ils veulent vous vendre de la marchandise et ils touchent des coms dessus. Et du coup, ils sont encouragés à ce que vous fassiez des deals. Et vous allez vous rappeler de ça à chaque fois. Dès que vous allez faire un deal ou comme un agent immobilier, au début, tout le monde veut que vous soyez là. On va faire le deal. Et puis après, si ça plante, on va vous dire « Ah ben, tant pis, mais bon, on l'a bien fait, on s'est bien donné, on est passé à l'action. » Et puis vous allez dire « Bon, bah c'est vrai, ils ne pouvaient pas prévoir qu'ils allaient se planter. » Donc en tout cas, rappelez-vous de tout ça. Et merci encore, Pauline, pour la question. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas. Et Pauline, je compte sur toi pour voir un commentaire sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et un super commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires vraiment sympas. Ceux qui veulent poser des questions, allez sur LinkedIn, Victor Loera, ou sinon sur Instagram, Victor Laura Fire. Et je vous dis à demain.
Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.